expérience. En fait, je crois comprendre, je crois entendre dans ce que l'on dit que ça fait à peu près un siècle, un siècle et demi qu'en France, le fossé se creuse entre les arts et les sciences. Je m'interroge beaucoup parce qu'on est dans cette époque où les frontières s'ouvrent. Il se trouve que quand j'étais étudiante de licence, comme quelques étudiantes qu'on a entendues tout à l'heure, j'étais en arts et sciences à Montréal. Et que le diplôme de licence arts et sciences existe de toute éternité presque, enfin, mais existe encore aujourd'hui. Et que c'est vrai qu'en France, je le vois moi-même avec les jeunes étudiants qui nous viennent, on demande aux étudiants de choisir entre un parcours L et un parcours S conçu en opposition. Mais je crois que c'est une manière de concevoir les savoirs éminemment culturels, d'une part, et qui n'est loin d'être un absolu. En revanche, je m'émerveille beaucoup quand je regarde les actualités en France telles que je les découvre aujourd'hui. Première actualité, nous sommes ici tous ensemble pour penser arts et sciences. Donc cette question des arts et des sciences, dans leur synergie, dans leur hybridation, est bien une question de première actualité. J'enseigne la littérature à l'Université catholique de Lyon, et ce qui m'étonne beaucoup depuis 5 ans, et je pense que c'est un symptôme d'une société en mutation, je m'étonne beaucoup de ce que la faculté des sciences vienne me voir pour me demander de piloter une 40aine d'activités culturelles. Je sens des scientifiques qui se réveillent tout à coup avec le sentiment d'avoir été orphelins d'une partie des connaissances et que cette période du grand divorce touche d'une certaine manière un peu à sa fin. Enfin, on est vraiment dans un virage et dans un tournant. Et ce tournant, on le pratique partout, on le pratique ici, on le pratique chez nous. L'apport mutuel des arts et des sciences me paraît absolument crucial. Je ne suis pas d'accord avec ce que j'ai entendu tout à l'heure, quand on a dit que la science voulait comprendre et que les arts voulaient sentir. Moi, je dirais que les arts veulent comprendre le monde et qu'on ne peut pas mettre la connaissance du côté des sciences du tout. Je pense que la littérature est aussi une science très exacte, une science parfois molle, mais parfois dure. Je ne mettrai pas l'approximation du côté de la littérature et la ligne droite du côté des sciences, absolument pas. Absolument pas. Je crois qu'il y a plusieurs chemins de pensée, que la littérature, les arts, la danse nous proposent un certain chemin et que la science également nous propose un certain chemin. Je crois que derrière l'objectivité scientifique qui cherche l'effacement du locuteur pour une plus grande exactitude, pour moi, elle est pleine d'émotions. Elle est révélatrice d'une quantité d'émotions qui ne prennent pas le risque de se dire à cause d'une peur de l'erreur, d'une peur que l'émotion ne soit pas une source fiable de connaissances. Alors que je vous regarde tous, et j'ai regardé les étudiants aujourd'hui parler, j'ai entendu beaucoup d'émotions se dire de la part de scientifiques en plein feu de l'action. Alors je crois que nos regards sur l'écart entre nos disciplines sont une vue de l'esprit. Je pense que le temps qu'on imagine nous avoir séparés est une mesure qui peut varier géographiquement, mais je crois que c'est un discours qu'on est en train de faire changer aujourd'hui, et cette expérience-là me paraît très belle. Merci beaucoup. Alors j'ai juste une remarque pour rebondir un peu sur tout ça, et notamment sur ce qu'a dit Jean sur la notion de style. Il y a en effet une espèce de frontière un peu absolutiste entre des disciplines, des sciences dures et des sciences molles, donc, ou exactes et inexactes, enfin ce que vous voulez, ou inhumaines et humaines, enfin bref, mettons le curseur où l'on veut. Cette frontière est manifestement entretenue par la société. Moi, je me souviens d'un ouvrage aujourd'hui assez vieilli, je pense, de Jean Cohen sur la notion d'écart poétique. Et alors, donc, à la destination des littéraires, il s'agissait de mesurer, d'essayer de trouver une mesure objective pour dire que ça, c'est encore plus poétique que ça. C'est-à-dire, c'est de trouver des critères un peu quantitatifs pour du qualitatif. Et donc, il prenait comme critère absolu de degré zéro de la stylistique, en quelque sorte, Auguste Comte. Donc, la prose d'Auguste Comte, qui, certainement, comme le dit Raphaël, se devait d'être précise, concise. Alors, immodeste, je ne sais pas, hein, c'est à voir dans le détail. Et peut-être que c'est une vue de l'esprit. Alors après, il disait, vous voyez, chez Comte, il n'y a pratiquement aucun adjectif qui n'est pas à la place attendue, voilà. Alors que chez Rimbaud, il y en a beaucoup. Et donc voilà un critère objectif.
Mais quand on entend parler de logique floue, il me semble quand même qu'on est là dans une lexie qui, en termes d'écart poétique, se place assez haut dans l'échelle. Vous voyez, parce qu'on est dans l'incongruité, on est dans le... C'est pas tellement plus normal que le frais cresson bleu, parce qu'il paraît que le cresson n'est pas bleu, ou qu'une épithète inversée qu'on trouverait chez Baudelaire ou chez Verlaine. Logique floue, c'est fait pour être extrêmement poétique. Et il arrive qu'on puisse trouver extrêmement poétique au sens le plus standard du terme, du discours scientifique de haut niveau, auquel on ne comprend quasiment rien, pas plus qu'à la poésie, au fond. Et c'est pour ça que ça crée cet effet poétique. La poésie, elle est, au fond, chez quiconque utilise le langage d'une façon habile, ingénieuse, et même précise et concise. Parfois beaucoup de poésie dans l'extrême concision ou l'extrême précision. Alors, il y avait peut-être une question là-haut, avec un micro. Ce ne sera pas une question. Vous avez dit beaucoup de choses, et il me semble que le trait commun qui réunit vos propos est bien plus loin de la science et de l'art eux-mêmes que des institutions, des grandes disciplines, ce que diffusent les CNU pour l'université ou l'académie pour l'art, et qui fait qu'on a perdu de vue, il me semble, la problématique. Monsieur Bonton, vous avez dit, et là je reprends ce qu'a dit ce que tu viens de dire, Dominique, et je le compléterai. Vous avez dit, je le répète, la science comprend, l'art sent. Bon, la science ne comprend jamais, la science explique. Et ça, c'est tout le travail de Duhem jusqu'à Bachelard, jusqu'à Popper, qui le dit. Expliquer qu'est-ce que c'est déplier. Dans son étymologie, explicare, c'est déplier. Donc, c'est ouvrir le problème. L'artiste, ce n'est pas son problème de l'ouvrir nécessairement. Il peut le prendre, il peut l'embrasser. C'est un choix. Mais le scientifique n'a pas le choix. Tu viens de parler de logique floue. Quel est le processus? Il me semble, je ne connais pas très bien ces problématiques-là, mais je connais mieux les processus épistémologiques. Et quand on arrive à ce type de choses, c'est qu'on n'y a pas pensé avant. C'est un processus d'obligation. On arrive à quelque chose et on est scientifiquement obligé de passer par là. Le scientifique n'a pas d'obligation. Il peut entrer par la logique floue. C'est son problème. Troisième point, Alain, tu as parlé de dualisme et d'un côté d'une rigueur scientifique, de l'autre côté d'une plus grande légèreté, d'une plus grande souplesse dans l'activité. Je reprends là, moi aussi, je ressors mes poubelles historiques et tout l'art a été extrêmement cadré. Tout l'art jusqu'au XIXe siècle, et Michel nous en parlera de cette perspective du roi dont le chorégraphe est le maître. Il y a un vrai cadre, il y a une sévérité, il y a une rigueur extrême dans l'art. On ne peint pas n'importe quoi, n'importe quand. Tandis qu'à l'inverse, la science, et notamment la science médiévale, qui va s'étaler même après, va être d'une grande souplesse. Buridan, XIVe siècle, parle de l'existence du monde de plusieurs centaines de milliards d'années. Et l'Église, pourtant, est extrêmement forte. Donc, c'est une problématique institutionnelle. Et est-ce que ce n'est pas possible de recaler vers les champs de connaissances? Ma question, c'est est-ce qu'il y a quelque chose de commensurable entre l'art et la science? Ils ont leur méthode. Quelle recherche du monde? Est-ce que l'art a besoin du monde pour exister? La science, probablement oui. Quel est le tiers-lieu entre science
et art qui peut être inventé. Moi, c'est cette question-là. Est-ce qu'il y a commensurabilité ou non? Et si on passe par les institutions, elles sont traitées, ordonnées. Évidemment, on trouvera des analogies. Pour finir, la scolastique parlait de créer le monde à cette période-là, platonicien, tout était dans tout. Et ils ont inventé une modalité de comprendre le monde, de compréhension du monde, qui était la similitude, la convenance. Les choses se touchent, donc sont susceptibles de parler parler des mêmes choses, sciences, art, de technique, l'émulation, l'analogie et autres. Il ne se posait pas cette question-là. Ça existait de fond. La commensurabilité était de nature. Nous n'en sommes pas là. De quelle façon on appréhende le problème? C'est une question philosophique, moi, je trouve que cette question est philosophique et pose le problème l'est, mais je trouve qu'il y a une réponse philosophique à cette question posée. Mais la question est multiforme, naturellement. Et au fond, moi, j'avais envie de poser d'emblée la question à toute la table ronde. Qu'est-ce que c'est que des sciences? Et c'est un peu ce que je crois comprendre de ce qui se dit. Quand on parle d'un pôle art-science ou d'un groupe de recherche art-science, il semble qu'on englobe exclusivement les sciences exactes. Donc, ça veut dire, Dominique, que toi et moi, nous sommes plutôt du côté des arts, apparemment. Bah, c'est discutable. Pourquoi on ne serait pas du côté des sciences? Oui, bien sûr. Je ne sais pas si... Oui, juste une petite réflexion. L'an dernier, portes ouvertes du CERN. CERN, grand accélérateur de particules, gigantesque anneau dans lequel, oui, voilà, dans lequel on bombarde des petites microscopiques particules de matière les unes devant les autres. Une classe complète d'étudiants de poésie qui viennent voir le CERN pour les portes ouvertes. Avec une intuition, nous ne parlons pas le même langage. On entend les spécialistes du CERN nous expliquer un petit peu ce qui se passe sous la Terre. On est certain déjà de ne pas comprendre et de faire un voyage dans le langage absolument hallucinant. Pourtant, un scientifique prend la parole et dit « Écoutez, c'est très simple. Tous ces petits atomes qui vont se bombarder sont tous différents, ont tous leur personnalité. Imaginons une pomme, imaginons une banane. Dans ce grand anneau, la pomme percute la banane. Qu'est-ce qui sort? Un palmier. Et notre émerveillement vient de là. La pomme frappe la banane, le palmier naît. Une étudiante prend la parole et me dit « Je viens enfin de comprendre la poésie. Je prends un mot, je le mets à côté d'un autre mot. Je comprends chaque mot. Mais le fait de faire naître cette rencontre fait jaillir un sens que je n'avais jamais mesuré et qui pourra même créer des effets différents selon les personnes que ces paroles vont frapper. Sommes-nous du côté de la science? Sommes-nous du côté de la poésie? C'est peut-être le même terrain, je crois. Moi, je suis assez d'accord avec ça. Hein. D'ailleurs, moi, j'aime bien la poésie. Je vais revenir sur comprendre. Hein. Je voudrais bien qu'on soit clair. Je suis quelqu'un qu'on peut nommer de cartésien ou positiviste, peut-être. Mais j'aime bien comprendre les choses quand même. Que ce soit la poésie, que ce soit la littérature, que ce soit la technologie ou que ce soit la science. Et en science, néanmoins, lorsqu'on parle du CERN, il y a 2 expériences qui sont faites au CERN. C'est vraiment pour comprendre, désolé du terme, hein, pour comprendre d'où vient l'univers, quoi. Donc il y a seulement 2 expériences au CERN, c'est tout. Hein.
Et donc, la science, je répète, mais bon, je serais peut-être le seul à le dire, c'est vraiment pour essayer, encore une fois, et j'insiste sur le terme, hein, c'est de comprendre. Parce que moi, j'aime comprendre, j'ai pas envie de me faire baratiner par des médias qui racontent n'importe quoi, me faire baratiner par des sectes qui racontent n'importe quoi. Et je trouve que la démarche scientifique est une démarche qui aide aussi à lutter contre ce genre de choses. Ce qui n'empêche pas, et heureusement, que la poésie aide aussi à comprendre, que la littérature aide aussi à comprendre, que sa démarche m'enrichit aussi énormément. Dans le laboratoire, qui est un laboratoire très technique, parce qu'on fabrique des petites voitures qui roulent toutes seules avec des capteurs, tout un tas de capteurs lumineux ou de télémètres ou de choses comme ça, eh bien, il y a 2 artistes qui sont venus dans notre laboratoire pour travailler avec nous. Et l'échange que l'on a ensemble, il est enrichissant aussi bien pour eux que pour nous. Et c'est tout, hein, c'est tout ce que je veux dire. Hein. Je ne suis pas du tout intégriste en quoi que ce soit de science ou de poésie ou de littérature ou de je sais pas quoi. Je suis un homme universel, mais j'aime comprendre. Oui, bien sûr. Non, mais je voudrais... Ah, bon. Si vous m'entendez... Non, mais c'est très bien comme ça. Ah bon. Si, ça marche. Ah bon, ça marche. Oui, on parlait de la science. C'est un concept qui a énormément évolué. On parlait du Moyen-Âge, oui. On parlait du Moyen-Âge. Quand on disait science au Moyen-Âge, c'est la scientia literalis. On va voir dans les ouvrages, les bons auteurs, ce qu'ils ont dit sur un sujet, le mariage. Bon. Et le mariage aussi bien que la croissance des plantes. Hein, ou la recherche des métaux, etc. Et on ajoutait son grain de sel, on corrigeait les aberrations que vous avez données parfois à la tradition parce que des copistes avaient fait des bêtises. Bon. L'âge de la science a énormément changé, si vous voulez. Je crois le plus gros changement, en ce qui concerne, ça s'est fait à mon avis au milieu du 19e siècle. C'est qu'on a perdu le rapport à l'intuitivité. Alors je sais que l'intuitivité, c'est-à-dire le fait qu'on pourrait se représenter d'une manière peut-être très simplifiée ce qui se passe en science, mais en fait la science newtonienne, on peut arriver à la présenter d'une manière intuitive, de faire, bon, montrer, on comprend bien que 2 corps, plus on les éloigne, moins ils s'attirent, et on peut comprendre que la mesure a découvert que c'était en raison inverse du carré de la distance, bon, etc. À partir du moment où on va utiliser, quand les mathématiciens vont parler du continu, tout le monde peut discuter du continu ou du discontinu. L'ennui, c'est qu'en mathématiques, on ne parle plus du continu trivial. C'est-à-dire plus du tout celui qu'on se représente, etc. Il y a des définitions, des propriétés, etc. Il n'y a plus un accès immédiat. Mais parallèlement, dans l'art contemporain, c'est une erreur de croire qu'immédiatement on accède à cet art. Bien sûr, par nos sens, nous voyons, nous entendons, ça nous plaît ou ça nous plaît pas, etc. Mais ça, c'est extrêmement superficiel. Demain, on pourrait dire, on va au CERN, on entend des choses, c'est bizarre, on va prendre des images. Bon, mais je crois que c'est une pénétration qui, dans les 2 cas, est très lente. La culture artistique, en peinture, en musique, etc., ça prend un temps énorme. Et il est vrai qu'on a l'impression que si on entend un motet du XVIIe siècle, ou des chœurs de la Renaissance, etc. Ça nous parle beaucoup plus que Stockhausen, etc. Il faut le reconnaître. Je crois qu'on a coupé ce rapport immédiat, intuitif aux objets dans les 2 cas. Et quand on parle de la logique du flou en mécanique quantique, très souvent on fait surgir des monstruosités dans la langue, dans les langues vernaculaires, alors que c'est parfaitement cohérent au niveau mathématique. Ce sont des théories qui se soutiennent parfaitement et qui rendent très bien compte de leurs expérimentations. Donc c'est ça. Attention quand on traduit d'une langue dans l'autre aussi. Donc je crois que maintenant, il y a entre nous et les réalités artistiques, parce que c'est un monde artificiel, entièrement créé, etc. Le monde des théories scientifiques est aussi artificiel, entièrement créé par l'homme, mais et rectifiable d'ailleurs. Bon, peut-être que quand on arrive à l'œuvre d'art, on arrive à des choses qui sont singulières et uniques. Tandis que quand on est au niveau peut-être des productions scientifiques, ça concerne des collectivités avec des paradigmes qui eux-mêmes s'adossent à toute une tradition, ils sont rectifiés, etc. Et c'est pas le but de montrer qu'on est juste original. Je veux pas dire que c'est facile en art de dire qu'on est original, mais il y a quand même une grande différence. Mais le point commun, c'est cette rupture à l'immédiateté, je pense. C'est un avis vraiment personnel. Oui, je crois que ça est très juste, mais je voudrais préciser 2 ou 3 choses. C'est qu'à un certain moment, c'est une chose qui me dérange souvent, beaucoup, c'est qu'on confond l'art avec la psychologie. C'est-à-dire que
il y a une confusion à un moment donné de même qu'on confond l'art avec le spectacle. Il y a une tension paradoxale entre ces deux choses. De même que vous, les scientifiques, vous êtes en mesure d'être plus rapide sur la tension paradoxale qui existe entre la science et la technologie, par exemple. Vous y voyez très clair. Dans le monde de la danse, par exemple, cette tension paradoxale n'est pas vécue comme ça du tout. Et pourquoi elle n'est pas vécue du tout comme ça? Précisément parce que il y a une surdétermination dans le monde de la culture, de l'idéologie, chose que vous chassez, vous, les scientifiques. Et l'apport de l'un à l'autre, parce qu'il y a des similitudes phénoménales entre les deux pratiques depuis la nuit des temps, malgré les distinctions qu'au XIXe siècle, c'est un battement de papillon d'aile, un siècle là-dedans. Ça, c'est une patte de mouche dans la nuit des temps. Mais il y a un questionnement dans la science qui pose, parce qu'il y a éloignement de l'interférence de la personne sur le goût qu'il a à exprimer telle et telle idée scientifique, mais qu'il faut être vachement clair, précis, reproduire l'expérience. Il y a là la détermination d'un espace humain et de la nécessité, pour arriver à ça, à la connaissance de soi au plus profond, c'est-à-dire de la détermination de ce qui est subjectivable en soi et ce qui est nécessairement objectivable dans la pratique. Ces deux choses nécessitent une connaissance de soi absolument énorme. Et ça, c'est exactement la démarche artistique. C'est-à-dire que le peintre qui en est encore à mettre sur la toile ses sensations à lui, bon, c'est un début d'étudiant de peinture. C'est pas encore un peintre. Un écrivain qui écrit sur un papier les sensations de ses chagrins d'amour, c'est un amoureux, c'est pas un écrivain. Donc en art, on peut tout faire, mais pas n'importe quoi. Tout est d'une telle précision qui fait que le moindre geste, le moindre mot, le moindre rythme, et on sait que les rythmes, ce sont des vibrations. J'aimerais, si j'avais le temps, on le fera pas, mais j'aimerais bien, on le fera un jour en mangeant des keftés et des dolmas, dire comment, quand on est, oui, c'est des souvelèques, comment à l'intérieur de nous, nous sommes bâtis sur des vibrations totalement inconscientes qui constituent le fondement de notre écriture. La recherche artistique, c'est ça. C'est pas de savoir ce que Michel Allais, vous voyez ce que je veux dire? Mais par contre, Michel Allais Gaillan, lorsqu'il a commencé son travail, parce qu'il avait besoin de reconnaissance, parce qu'il avait besoin de la reconnaissance de ses pairs, la reconnaissance de lui-même, il commence par des œuvres que l'on a beaucoup survalorisées il y a 40 ans dans le monde de la danse en France, qui ne sont que le pléonasme de ses propres sensations. Et en mettant ces pièces qui ne sont, au demeurant, elles sont pas mal. Quand on voit quelques vidéos qui restent, c'est des VHS un petit peu, voilà, mais c'est pas mal. Mais ça ne va pas loin. Or, c'est survalorisé par le monde de la culture de l'époque. Et quand, 10 ans après ce début de processus, 10 ans après le processus, je commence à chorégraphier en 87, en 77. Je fais des pièces qui sont le pléonasme de sensation, grand succès, voilà, de Company Number One. En 77, en 87, pour la première fois de ma vie, j'ai la sensation véritablement de créer une œuvre. Ça s'appelle L'île au ruisseau, et c'est exactement ce que je pense. Avant, je sentais des trucs comme ça, mais d'un seul coup, lent. Un jour, j'espère vous montrer cette pièce. Une personnalité du monde de la danse discute avec un journaliste du Figaro et moi sur ces 10 ans de compagnie et dit, au bout de 10 ans, un chorégraphe n'a plus rien à dire.
Et moi, je suis en face de lui, et pour la première fois de ma vie, j'ai le sentiment que je commence à écrire. Donc, on est dans de telles tensions paradoxales, à savoir que la personne humaine, le je est un autre. Je est un autre. On croit penser, mais on est pensé. Ce gamin, il a 19 ans. Et il se rend compte que par le boulot qu'il fait, il se rend compte qu'à l'intérieur de lui-même, on est à l'époque de Charcot, mais on n'est pas à l'époque de Freud, mon Dieu. 50 ans avant Freud, il comprend par son écriture, par la pratique qu'il a de son écriture, qu'à l'intérieur de lui, il y a un autre que l'on sait aujourd'hui. Il y a un autre qui est inconscient, il n'est pas encore inconscient, parce qu'il ne peut pas le dire. Puisqu'il n'a pas formalisé ça, la science le fera plus tard. Mais il a déjà le travail. C'est-à-dire que le travail de l'art n'est pas la glorification de la personne, ou du jeu, ou de l'individu, c'est la recherche de ce jeu. Et la recherche de ce jeu, c'est exactement ce que vous faites, vous. Puisque pour arriver à cette distanciation, il faut identifier à l'intérieur de soi l'écho de ce qui pourrait faire pléonasme. Donc il y a une connaissance profonde de la matière extérieure qui passe par la connaissance profonde de la matière intérieure. Et je trouve que ce matin, nous avons beaucoup parlé, et c'était super, c'est très lumineux, de la lumière extérieure. On a moins, vous avez remarqué, parlé de la lumière intérieure. Or, on remarque ceci, que si la science... Il y a une cohésion formidable. La science, et je vais reprendre la très belle formule d'Alex Léna dans le texte que l'on va tenter d'entendre ce soir, on sait maintenant, grâce à la science et grâce à vous tous, que la lumière est fille de l'obscurité. On sait qu'elle sort de l'obscurité. C'est une donnée scientifique. Mais on sait aussi que dans la symbolique, c'est la même chose. Ainsi, les architectes, je ne sais pas chez les Perses, mais chez les Grecs, c'est déjà comme ça. Puis on le voit dans l'architecture romane chrétienne. Il y a passage symbolique dans l'architecture chrétienne par une phase d'obscurité avant de rentrer dans la phase de lumière. Puisque l'on construit les églises, nos chapelles et nos cathédrales, par le passage par le narthex, qui est obscur, pour ensuite rentrer dans l'église, dans la nef, où il y a la lumière. Donc on est dans la même démarche. La lumière est fille de l'obscurité. Et puis on le voit même en spiritualité. Mais ça, c'est vrai déjà chez Rumi, et peut-être chez d'autres penseurs qui n'ont pas écrit, au Xe siècle, on le sait. Et dans le Christus, comment il est, le Christ, il est... Voilà, Luciferus, dans le Christus Luciferus, il nous lance « Heureux les déshérités, car le royaume des cieux leur est ouvert ». C'est-à-dire qu'il y a la phase d'obscurité est garante et propice à la lumière. Dans l'espace scientifique, dans l'espace symbolique ou dans l'espace spirituel, on est dans cette démarche qui semble d'une clarté presque effrayante. C'est presque une lumière effrayante. Ça dit pourvu que ce ne soit pas tout à fait ça, pas vrai, que l'obscurité précède la lumière et la lumière est fidèle. C'est-à-dire que la démarche est la même. Et je ne vois pas d'opposition, sinon institutionnelle, à savoir qu'à un moment donné, pour des raisons de représentation des signes du pouvoir, à un moment donné, on sort la pratique de la danse, en l'occurrence, qui joue un rôle très important en Occident, et très important pour la science, même si elle l'ignore. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on prend ces signes-là, on prend ces pratiques-là, on en tire une certaine moelle pour la projeter dans le social et faire en sorte que ça représente les signes du pouvoir. Et la notion d'art dessous, elle est évacuée. C'est-à-dire que l'art...
on ne peut pas le confondre avec le spectacle. Et aujourd'hui, nous héritons de cette dynamique. Donc je vois qu'il y a une immense similitude, que l'institution brise cette similitude et qu'on se bagarre comme des fous depuis ce matin pour essayer de le comprendre. Et c'est ce que nous, modestement, les danseurs découvrent dans leur pratique à eux. Merci beaucoup. Alors, comme il ne reste que 5 minutes de pause, je propose de conclure très vite cette table ronde avec Alain, puis avec Pierre, et ensuite nous ferons la pause d'un quart d'heure. Bon, très vite et d'une manière concise et un peu en retard, parce que je voulais vous dire un mot que j'ai lu, une comparaison réalisée par Victor Hugo sur l'art et la science, qui se réfère un peu aux poubelles qu'on a évoquées plusieurs fois, mais je suis un peu en retard, mais comme on prend la parole chacun son tour, on ne peut pas parler à l'instant T. Ces fameuses poubelles, en gros, cette accumulation, hein, aussi bien en art qu'en sciences. Victor Hugo disait, l'art et la science, c'est pareil, ce sont des domaines qui évoluent, et bon, on est bien d'accord. La grosse différence, c'est qu'en art, le chef-d'œuvre d'hier est encore un chef-d'œuvre aujourd'hui, alors qu'en science, la théorie d'hier a pu être effacée, balayée, contredite par la théorie d'aujourd'hui. Et c'est quand même assez déprimant pour le chercheur, quoi, cette situation. Sauf si la théorie des passés devient un objet d'art. Comme on le voit avec les Parfois, mais c'est pas gagné, ça. Ah, l'histoire des sciences leur redonne la place qui est la leur, au fond. L'histoire des sciences, oui. Quand on voit la place de l'histoire des sciences dans les enseignements en sciences, c'est décevant. C'est encore un problème d'institution. Alors Pierre, pour conclure. Alors moi je voudrais rebondir sur un mot qu'a dit une des étudiantes, c'est le mot ambiance. L'ambiance n'est pas la même à Clermont-Ferrand qu'à Saint-Étienne, qu'à Lyon. Et l'ambiance n'est pas la même la nuit que le jour. L'ambiance n'est pas la même lorsqu'on fait on fait une réalité augmentée ou une réalité virtuelle. On change de l'ambiance, et si on change de l'ambiance, on change mon émotion. Donc l'émotion est liée tellement à ce qu'on amène autour par des capteurs, par de la réalité virtuelle, par une ambiance, par des lumières extravagantes, etc., etc. La deuxième chose, je voudrais aussi rebondir sur une chose qu'a dit aussi une étudiante, c'est que, vous en avez parlé un petit peu tout à l'heure, là, et je suis aussi d'accord là-dessus, en fait, c'est l'aspect humain des choses. Hein. L'aspect humain qui est un aspect qui est tellement subjectif. C'est-à-dire que c'est la lumière intérieure, quoi, en fin de compte. Elle avait bien donné quatre pensées qu'elle avait, et elle avait parlé beaucoup de la lumière intérieure. Et je crois que c'est vrai que ma lumière intérieure, elle dépend beaucoup de ce que je suis et de ce qu'il y a aux alentours. Je travaillerais pas du tout de la même façon, et j'aurais pas fait de la recherche si on avait travaillé ensemble. J'aurais pas fait la même chose si mon directeur de labo n'était pas tel qu'il est, ou si mes collègues n'étaient pas comme ça, ou si j'habitais pas Clermont-Ferrand. Donc, que ce soit cet aspect humain qui, moi, me tient beaucoup à cœur, les relations humaines, pour moi, sont excessivement importantes. C'est une lumière, en fin de compte. Et du coup, l'ambiance aussi, quoi. Merci beaucoup. Voilà. De la parole des mots. Je vais essayer d'être le plus rapide, mais il y a un certain nombre de choses à dire. J'exprimais mon regret. Venez, mademoiselle, venez là. Vous nous avez émus tellement fort tout à l'heure, on avait besoin d'entendre. Vous m'avez réhabilité avec le plaisir. Il faut que je dise vite parce que si Dominique entend que j'étais fâché avec le monsieur, elle est fâchée avec moi. Elle n'est pas là. Voilà, je l'ai dit de justesse. Voilà. Je pensais que la table ronde que nous avions eue aurait introduit davantage. Tiens, viens, viens. Aurait introduit un petit peu plus ce que je voulais vous dire, mais ça n'a pas été le cas, alors je vais essayer d'aller vite. Vous savez, le problème très
très important de la nécessité de ne pas confondre l'espace du spectacle, de l'art de l'espace du spectacle. Ce sont deux choses qui se fondent parfois, qui se confondent souvent, mais qui sont quand même distinctes. Et sur cette notion-là, je voudrais revenir très rapidement en disant ceci, c'est que la danse, comme le chant, la musique, c'est Maud, c'est Bruno, c'est Cécilia, c'est Samuel devant l'Éternel, c'est Charlotte, c'est Emeline, c'est Marie et c'est Adeline. La danse, comme d'autres arts, comme la peinture, comme le chant, sont au cœur du monde depuis toujours, depuis que nous sommes le monde. Et l'art a toujours été un art, la danse a toujours été un art de l'expression de ces trois choses qui sont d'abord l'équilibre, le déséquilibre, en tout cas la révélation de l'être en soi au plus profond, c'est un point, mais aussi la révélation des liens qui se tissent entre les êtres. Et là, c'est plus un point, c'est une horizontale. Mais c'est aussi une troisième chose, l'art, c'est, depuis la nuit des temps, c'est le lien de tous ces êtres-là avec ce qu'il y a et qui les dépasse, qui est, on disait en haut, mais c'est les matérialistes parlent du lien avec le temps, les spiritualistes disent avec le Dieu, mais c'est avec ce qui nous dépasse de toute façon. Et donc on est dans une verticalité. Donc on se rend compte qu'il y a une horizontalité, dans l'art, il y a une verticalité, sacré symbole, il y a un point. Et ceci est absolument inscrit dans la symbolique de l'architecture arménienne depuis le IVe siècle. Et c'est cette symbolique de l'architecture qui a été exportée par des tailleurs de pierre qui savaient faire. C'était des artistes, ils savaient tailler. Et ils sont venus en Piémont, parce qu'on voyageait beaucoup, entre le 4e et le 8e. Ils sont venus en Piémont, autour du 7e et 8e. Ils sont venus en Auvergne, ils sont venus en Irlande, et ils vendaient leur savoir-faire de tailleur de pierre, et ça a donné l'art roman. C'est ça l'art. Et ce sont ces trois choses-là. Et c'est une puissance folle, c'est une puissance extraordinaire qui est la puissance de l'humanité. Or, à une certaine époque, vous le savez, les chefs de guerre vont devenir leaders de notre société. Et ils deviennent des princes, ces chefs de guerre. Et ces chefs de guerre vont organiser autour d'eux-mêmes des espaces dans lesquels la danse va changer un petit peu sa fonction. Elle va devenir beaucoup plus danse de loisir. Et on a l'apparition des danses de cour, qui sont toujours des danses pour une fonction sociale, qui est la séduction, l'amour, l'érotisme, l'échange, le dialogue et la politique. C'est ça, la danse de cour. Au 15e, au 16e siècle, en Italie, énormément, et en France, en Espagne. Et tellement vrai qu'il faut que vous sachiez que cette fonction de la danse a amené même la reine Elisabeth d'Angleterre, la première, la grande, non pas que la nôtre actuelle soit petite, ni que son arrière-grand-mère était une moyenne, mais la grande, la première, qui un jour voit son ambassadeur de France mourir. Ça arrive à beaucoup d'ambassadeurs de France, ils sont d'ailleurs tous morts. Voilà. Et problème, puisque nous sommes, Elisabeth et l'Angleterre sont avec la France, en ce moment dans un moment de tension extrême. Donc il faut quelqu'un de top. Alors elle rassemble ses lords et elle les sélectionne. Elle le sélectionne en fonction des critères du meilleur danseur. C'est le meilleur danseur dans ces lords qui deviendra. Pourquoi? Parce que la danse, c'est là où on dialogue, là où on passe les messages. Donc
c'est une fonction sociale. Pareil à la campagne, dans les fêtes de village, la danse, c'est cette fonction. Fonction sacrée, fonction sociale et politique, puissance extraordinaire de la danse. Et un jour, il y a un mec, c'est pas venu tout seul, Louis XIV, qui a compris que tout ça, ça pouvait se mettre au service de sa personne et de son pouvoir. Donc il va faire un coup de grisou épistémologique et sémantique formidable. Il invente un art de toute pièce, ça n'existait pas. C'était un tout petit peu avec Catherine Médicis, un chouïa avec Richelieu et Louis XIII qui entéclait le ballet de la maison. Mais c'est lui qui a mis ça en forme à son définitive. Il invente un art nouveau qui s'appelle la danse de spectacle. C'est un coup de feu formidable d'une révolution sémantique. La fonction de la danse de spectacle, c'est de montrer à la cour, c'est-à-dire à la France, les signes de son pouvoir à lui et de sa puissance à lui. C'est la fonction du ballet. Les concepts qui ont présidé à la mise en forme de ça n'ont pas changé depuis 4 siècles. C'est-à-dire le spectacle de danse qui est confié à un chorégraphe en tant que représentant patenté de l'autorité royale pour montrer les signes du regard royal à la cour rassemblée pour les reconnaître, ces signes. Et qui ne rentre pas dans ces signes est écarté. Le chorégraphe, qui généralement est un homme ou une femme, avec un ego en proportion, voilà, pour avoir la reconnaissance du prince, va rentrer dans cette dynamique, accepter cette dynamique pour faire en sorte que le danseur, qui est un fripon au Moyen-Âge, qui est un fripon à la Renaissance, aujourd'hui, et qui est donc un frondeur. Pour Louis XIV, c'est très important cette notion. Il est frondeur, donc il faut le tenir. Et ce danseur policé va devenir le danseur de ballet. Nous avons hérité de ça, et or, si l'on reprend la conversation nos conversations d'aujourd'hui, on constate quoi? On constate que Louis met ça en forme pour mettre en place un pouvoir totalitaire absolu. Qui n'est pas d'accord? Mousquetaire. D'accord? 2. Que l'économie centrale du système, c'est la conquête des richesses, conquête des territoires, d'où guerre. Donner une image très très forte de cette dynamique-là, de pouvoir, qui donne les signes. 3. La conscience de l'univers qu'ils avaient au XVIIe siècle, c'est un univers héliocentrique, on l'a vu. Si on garde ces 3 critères, qui sont ceux qui ont présidé à la naissance de cet art nouveau, la danse, le spectacle, et que ces critères, et que cette danse de spectacle sur les mêmes critères fonctionne aujourd'hui, quels que soient les styles dans ce contemporain, quelles que soient les époques, quels que soient les pouvoirs, le système de la on constate que nous tous, hommes et femmes, nous aspirons à autre chose qu'une dictature totalitaire, mais une démocratie où la voix de chacun compte. Problème. On aspire tous à, non pas à arracher les richesses du monde pour nous, on voit les excès de ce système. Le contraire, à un équilibre du rapport de l'homme au monde pour créer des richesses qui n'amputent pas le monde. Problème. Troisièmement, la conscience de l'univers que nous avons, elle est incroyablement plus complexe, plus fluide. Donc comment se fait-il que ces critères qui ont présidé à la création de cet art valent encore aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis chorégraphe, c'est d'une joie extraordinaire, quelques-uns de mes plus grandes joies et grands bonheurs, mais au demeurant, on se rend compte que nous sommes bien autres que d'incarner les critères qui ont présidé à cet art-là, et que nous sommes tout autres hommes et femmes,
et que c'est cette autre que nous sommes à laquelle nous vous invitons maintenant. Nous pensons qu'à côté de l'art du chorégraphe, qui est un art en temps différé, existe un autre art de la danse, qui est un art qui se compose en temps réel. Et au lieu de l'appeler art du chorégraphe, je l'appelle art du danseur. Donc, au lieu qu'il soit en temps différé, je l'appelle composition vivante. C'est à cette composition vivante, l'art du danseur, auquel je vous convie, laquelle je vous invite, nous vous invitons ce soir à 20h30, et que nous bâtissons avec cette épistémologie nouvelle, scientifique, que vous nous permettez de partager. Le rôle et la place de l'expérimentateur dans le champ de l'expérience, la fluidité des résultats, l'instabilité et la disparition des objets fixes et identiques, telle est la vocation de cet art nouveau. Alors, je ne vous lirai pas tout ce que j'avais écrit pour vous, parce que ce serait trop long. Simplement, ce que je pourrais vous dire, c'est que c'est dommage. Bon, alors, très vite. C'est chaud. Le spectacle de danse, cette invention géniale du XVIIe siècle répondant aux besoins et exigences de Louis, le spectacle de danse passe par la fonction du chorégraphe comme représentant patenté de l'autorité royale. Le chorégraphe organise l'espace et le temps dans un dessin de Zessienne le plus clair et le plus pénétrant possible. Quant à son dessin de S-E-I-N, il est également on ne peut plus clair. Produire les images satisfaisant à l'organisation du temps. Tous les chorégraphes se coulent dans ce flot qui les amène invariablement à rentrer dans l'organisation des regards de leur époque pour être identifiés, reconnus et si possible gratifiés par le prince. Au XVIIe siècle, le roi est au centre des danses, faites pour idéaliser sa fonction et sa place à la fois dans le royaume et dans l'univers solaire. N'oubliez pas que Louis est danseur, n'est-ce pas? Un bon danseur de spectacle. Pour cette raison, il met la danse au cœur du processus. Je vous rappelle le ballet de la nuit, créé en février 1653, dans lequel Louis et Apollon, le soleil, double le roi, le soleil, l'univers héliocentrique, au XVIIe siècle. Au XVIIIe siècle, le siècle des Lumières, mais au centre du processus dansé les élans joyeux et sensuels d'une comédie paysanne idéalisée, correspondant à la société bourgeoise en germe. Je vous rappelle cette pièce qui est toujours au répertoire de l'Opéra de Paris, La fille mal gardée, dont la création est en juillet 1789. Au XIXe siècle, la bourgeoisie triomphante institutionnalise l'idéalisation en créant l'Opéra Garnier, dans lequel l'organisation des espaces du bâti, la maison, et ceux du temps de la danse, figent les regards dans les critères du jeu. Au XXe siècle, les processus du regard collent avec les 3 siècles précédents, en nuançant les danses des diverses images du temps, signant depuis quelques décennies le triomphe de la technologie sur la danse et les danseurs. Le processus n'a pas changé. L'épistémologie est la même. Cependant, j'ouvre une parenthèse qui est importante tout de même. Cependant, dès le XIXe siècle, apparaît en force un nouveau chorégraphe, moins serve, plus campé dans une écriture personnelle, devenant authentiquement auteur, progressivement reconnu et à part égale du librettiste, souvent un écrivain, du musicien, souvent premier dans la chaîne de création. Les exemples de ce nouveau genre de chorégraphe sont bien connus, je n'insiste pas. Au demeurant, au service dévolu du prince, ou auteur au service du prince, ou
Authentique auteur des Lumières, l'économie centrale de son art est quasi inchangée. Et le chorégraphe reste au centre du processus imposant. 1. Une vision idéalisée, centrée et reproductible à l'identique. 2. Des danses aux formes préétablies, donnant naissance au répertoire. 3. Un spectacle jouant de la gestion des égos comme cœur du processus. 4. Un danseur au statut de dépendance tendant à l'effacer comme créateur et comme personne. Puisque si au XIXe siècle on parle encore de danseur, au XXe siècle on parle de danseur-interprète. Et au début du XXIe siècle, d'interprète. Toutes choses qui satisfont l'ordre du temps, tant qu'il y a besoin de produire des objets esthétiques valorisants, suscitant la convoitise, de favoriser l'aspiration à l'accumulation des biens, de permettre le passage du roi-individu à l'individu roi, devenu sujet perméable et disponible à la communication des images et sensible à l'information. Nous savons tous que les pouvoirs, quels qu'ils soient, ont besoin de représenter les signes de la hiérarchie de leur temps, et que la société du spectacle est capable de nous faire penser en termes de spectacle. La danse ici joue son rôle, mais les temps changent. Les temps changent vite et profondément. Et ils ne sont pas rares aujourd'hui, ceux qui n'aspirent pas. Ils ne sont pas rares ceux qui n'aspirent pas à se libérer des contraintes, des divers inconscients qui nous modèlent et des divers modèles qui nous pensent. Jusqu'à présent, les temps modernes avaient mis en forme la notion de progrès. Progrès limité, nous rendant insatiables lorsqu'il nous comble, ou frustrés lorsqu'il nous fait défaut. Même la Shoah et la bombe atomique n'ont pas altéré le mythe. Aujourd'hui, l'évolution des sciences, de la technologie, des techniques de l'information, l'accélération de la production et des échanges des biens, des services et des richesses immatérielles nous place dans un moment crucial qui révèle la complexité du mécanisme, la diversité des regards, l'imprédictibilité et l'instabilité, la fragilité de la vie. La multiplication des sources et des données développe notre laboratoire intime, c'est sûr, et implique toujours davantage la responsabilité de chacun. Toute chose exigeant une inventivité en éveil, une adaptabilité permanente, toute chose qui éclabousse nos consciences, imposant à la fois un devoir grandissant d'information, un devoir grandissant de culture, un devoir grandissant de regards croisés et une exigence permanente d'inventivité. Ce foisonnement de connaissances multiples, ce foisonnement de connaissances multiplie les points de vue simultanés, créant de nouvelles solidarités nécessairement fondées sur une démocratie grandissante qui fait de la fluidité de la création une exigence vitale. Les modèles anciens de perception adaptés au regard royal créent une hiérarchie de l'ordre fondée sur des objets idéalisés, fixés, reproductibles, quasi identiques, une valorisation de l'ego et du pouvoir, la structure d'un monde héliocentrique, des critères entrant peu ou pas dans le vertige de notre monde fluide, changeant, en expansion, dans l'interactivité des données, dans le jeu enivrant de l'expérimentateur au cœur de sa pratique, dans tout ce que dessine l'énergie et le rayonnement de nos consciences, de nos êtres en devenir, dans la vibration des couleurs de nos vies, non pas mises en forme, comme la chorégraphie, non pas mises en scène, mais mises en mouvement. Et ce mouvement de nos vies tolère mal qu'on lui ordonne un départ, tolère mal qu'on lui impose un chemin,
tolère mal qu'on lui dicte une finalité. À côté de l'art du chorégraphe, art conçu en temps différé, à côté de cette organisation des regards d'un autre temps, se dessinent donc les profils d'un autre art. Art du danseur conçu en temps réel, qui danse comme les nuages, les merveilleux nuages. Un art d'une tenue rigoureuse qui vibre comme le vol des étourneaux, nos frères les oiseaux. Un art lisible qui ne trahit pas la langue, mais qui dépasse la personne, pour privilégier l'écriture dans un ordre qui n'est pas confisqué par le pouvoir. Cet ordre-là de l'art est évolutif. Il est imprédictible. Il cultive son déséquilibre. Il révèle la lumière intérieure de chacun, danseur, artiste, spectateur. Il crée une autre lumière qui retient le souffle de tous, une lumière qui est fil sans leader, sens sans dictat, mouvement sans chef, une véritable république des regards, conçue pour nourrir le flux consenti des possibles, qui rencontre la lumière du monde dans un destin enfin partagé. Et je nomme cet art la composition vivante. Voilà ce que je pourrais vous dire, je ne voulais pas vous dire que maintenant, on a beaucoup parlé, on va tirer, c'est l'inverse du Far West. Et nous travaillons ainsi à faire des chorégraphies, notre bonheur, et en ce moment, on prépare au moins 3 chorégraphies, on entoure 4. Donc la chorégraphie chérit particulièrement cet art, mais voilà. À côté de ça, nous travaillons cet art de la composition vivante, et dans lequel nous avons des exercices, des pratiques, des choses, voilà, que nous allons montrer ce soir, et avec pour lesquels nous travaillons avec vous tous scientifiques pour établir les profils. Et pour ça, nous avons des exercices pour développer nos savoir-faire, la fluidité de notre conscience, la fluidité de notre regard croisé, et voilà, l'existence de toutes ces choses-là, qu'il est temps de montrer parce que Marie commence à avoir froid. Donc nous allons faire un exercice, si vous voulez bien. Mais ils ne savent pas ce qu'on va faire. Sachez que dans quelques correspondances que vous allez voir, à un moment donné, on met en forme le rond, le carré, c'est simple, et le triangle. Voilà. On leur avait donné des couleurs, peu comme ce qu'il avait donné, on a compris qu'il ne fallait pas leur donner ces couleurs-là, il fallait donner d'autres couleurs. Il ne fallait pas lui donner le bleu, le rouge et le jaune, il fallait donner le bleu, le rouge et le vert. Voilà. Mais bon, next time on fera mieux. Et donc vous allez savoir, on va reprendre ce carré, ce cercle et ce triangle, et ces triangles, ces angles, de la façon suivante. Sans vous arrêter jamais, est-ce que tu voudrais d'abord, Cécilia, montrer comment on commence le cercle? Donc, juste montrer le cercle. Pendant 5 secondes, voilà comment ça commence. Maintenant, Cécilia, c'est que je voudrais vous montrer le carré, comment on commence. Pas plus simple. Cécilia, je voudrais vous montrer en 5 secondes les angles. Ce que vous allez faire, c'est que par des compositions, on se comprend bien à la
par des compositions, vous qui n'excèdent pas, allez, 10 secondes. 10 secondes, maximum. Vous allez passer les uns les autres dans une fluidité continuelle en partant d'un cercle que va commencer Cécilia, non va commencer Adeline, non va commencer. Ok, on change un tout petit peu. Nous commençons par le cercle, on compose le cercle et on fait évoluer toutes les 10-15 secondes, ça change, on compose un cercle de grande richesse, puis on instille dans cette composition sans respiration. S'il y a une respiration entre vous, c'est pas un problème, il faut que ce soit vécu comme une respiration. Donc la personne qui va commencer ça, puisqu'on va changer toute vitesse, ça va être Maud. Nous sommes loin de l'expression de l'ego, du psychologique, ou de l'affectif, ou de la projection
faut, comme on le disait tout à l'heure pour les scientifiques, créer cette distance absolue entre la projection de son idéal de soi, du pléonasme de ses sensations, de toutes ces choses qui projettent de l'ego, plutôt que de produire de l'écriture. Pour nous, la composition vivante, en les danseurs, c'est ce travail-là. Pour que ce travail soit fait, mais il y a une pratique, il y a un entraînement, il y a toute chose qui montre l'espace qu'il y a entre le psychologique, le thérapeutique, le psychologique, et le travail de l'art et de l'écriture. Voilà. Tel est l'art que nous appelons de nos voeux, que nous développons à côté de l'art de la chorégraphie, qu'au demeurant, nous chérissons particulièrement aussi. Mais ces deux choses-là nous donnent à nous tous, on est tous très heureux, nous donnent la sensation non plus de marcher sur un seul pied, de nous déplacer sur un pied, la chorégraphie seulement, mais d'avoir deux pieds, deux pas, d'une même marche, qui est celle de l'art. Voilà le travail que nous faisons et nous offrons ce soir. Avant de nous quitter, parce qu'ils auraient plein de choses à dire, est-ce que je peux vous proposer quelque chose? Est-ce que je peux vous proposer cet exercice difficile de partir de ce que vous voulez, du cercle, du carré, du triangle, et de déterminer un thème, déterminer ce thème identifiable par la compagnie, qui identifie ce thème, qui le reprend, qui le développe, pour créer comme une symphonie entre un orchestre qui aurait ce thème et un soliste qui aurait, une fois ce thème partagé, un solo qui serait un concerto, et vous choisirez l'instrument du concerto. D'accord? Et on met par hasard l'un des danseurs, mais par hasard. Adeline. C'est bon? Allez, Michel. Bref, hein, parce que c'est nécessaire dans l'évangile. Allez, 5-6 minutes. Ils sont capables
chers amis, le drame de nos colloques, c'est que en fait, les premiers intéressés seraient les danseurs. Ils sont jamais là parce que voilà, c'est ça la difficulté du système. Mais après le spectacle, vous pourrez les rencontrer parce qu'ils ont plus de choses à dire que moi-même. Voilà, deux, je dis quelque chose. Ah oui, voilà. Donc, au lieu de concevoir des chorégraphies, je conçois donc ce que j'appelle des chorégraphies qui sont des objets que l'on reproduit pratiquement identiques à eux-mêmes tous les jours, le répertoire. Voilà. Gisèle, machin, des objets. Objets dans un monde d'objets. Je conçois donc, nous concevons donc ce que j'appelle des paysages. Un paysage, comme vous le savez, quelque chose qui est là, quoi, qui est super, mais bon, qui change en fonction du jour, de la nuit, des saisons. Voilà. Et le même paysage de puissance ou la neige pour un autre petit paysage. Donc on bosse avec les copains scientifiques qui nous donnent plein d'inputs, des trucs, et on bosse à mettre en forme ces paysages. Quatrième correspondance, paysages, voilà, paysages qui sont conçus sous le regard des scientifiques, parce que s'il y a un contresens scientifique, on ne le fait pas. Les jeunes sont venus me voir, ils disent non mais ça c'est ah bon, alors on change jusqu'à trouver voilà. Hein. Puis je me souviens également d'avoir travaillé avec nos amis de l'ENS Lyon, en particulier pour le paysage qui s'appelait Première correspondance, dont la thématique qui avait été imaginée par eux là-haut, à l'ENS, c'était les déplacements en grand nombre. La physique thématique des déplacements en grand nombre, vous savez, les vols des tourneaux, les bancs de poissons, enfin toutes ces, voilà, tous ces jeux d'attraction de répulsion qui fait que dans ces merveilleux nuages des tourneaux, il y en a des dizaines de milliers. Et c'est d'une harmonie absolue, d'une virtuosité à couper le souffle, hein, ça il n'y a jamais un accident. Il n'y a pas de leader. Comment ça marche? Donc, on bosse, et puis les copains scientifiques, là, ils descendent de temps en temps, tous les 15 jours, et là on va dans ces zéro. Alors on commence, on casse, et on arrive à trouver un dessin, un synopsis, qui était première correspondance. C'est comme ça. Aujourd'hui, nous sommes la quatrième correspondance proposée ce soir. Et c'est cet ensemble de correspondances qui fait le dialogue entre l'art et la science pour nous, et qui nous fait ressembler, me semble-t-il, un petit peu plus à ce que nous sommes aujourd'hui, plutôt qu'à ce qui s'était été nos ancêtres il y a 4 siècles. Voilà la pensée des princes transformée en république des regards. Eh bien, merci, puis bon appétit. Sans micro et avec les moyens du bord. Mes premiers mots seront évidemment pour remercier l'Université Jean Monnet qui nous a accueillis toute cette journée. Un mot particulier pour toute la technique, ça a tellement bien fonctionné qu'on vous oublie. Et donc c'est que ça s'est bien passé, merci à vous. Nous verrons ça avec plaisir le moment venu. Un merci particulier donc à Alain Blanc qui représente aussi, outre lui-même l'université, comme il nous l'a rappelé tout à l'heure, à la place du président Khaled Bouabdallah, qui ne saurait être partout. Et disons que l'aspect, la synthèse proprement dite, je ne la ferai pas, je ne m'y hasarderai pas. Je pense qu'elle a été en partie très bien faite par Jean Sédangar tout à l'heure pendant la table ronde. Je vous dirais juste par expérience ce que moi j'ai appris de plus important et de plus bouleversant probablement pour la suite de ma vie, c'est la question de la couleur. Moi qui croyais bêtement en lexicologue que la couleur était un trait inhérent de l'objet, moi qui croyais qu'on pouvait définir un objet par sa couleur, que cela était strictement objectif, je m'aperçois qu'au contraire, la couleur est ce que l'objet refuse avec répugnance, que ce que je vois de l'objet, c'est précisément ce qu'il n'est pas, au fond, ce qu'il répugne à être. Alors évidemment, ça, c'est quelque chose de tout à fait nouveau. Je ne verrai plus les objets et les couleurs de la même façon.
heureusement, j'aurais rapidement oublié ça et la chose redeviendra normale et je pourrais à nouveau définir les objets par les couleurs qu'ils ont, parce qu'ils les ont. Parce qu'au fond, il faut bien qu'ils les aient, n'est-ce pas? C'est-à-dire que même s'ils ne les ont pas, le cerveau fait comme s'il les avait, et c'est bien ça qui compte, puisque c'est ça, à la fin des fins, qui analyse la couleur. Ça n'est pas rien non plus. Voyez, donc chacun son point de vue, le mien restera cérébral probablement, mais comment faire autrement? Comment distinguer la couleur de la perception, donc du cerveau qui en est l'organe? Comment considérer la couleur comme extérieure à l'objet alors que manifestement elle est inhérente? Voilà, j'aurais au moins appris que les choses sont moins nettes et plus étranges probablement qu'elles ne semblent l'être. Et c'est toujours le mérite de ces rencontres art-sciences au pluriel. Un art ou plusieurs sciences, ou plusieurs arts et plusieurs sciences, je ne sais plus, comme on veut. Plusieurs arts, plusieurs sciences, donc. Voilà, l'intérêt de ces rencontres, c'est toujours pour chacun de nous, les artistes, chacun des scientifiques concernés par la thématique, et puis des institutionnels comme moi qui là un peu par souci de représentativité de mon université, qui sans moi n'aurait pas du tout été représentée, je dois le dire. Alors, grâce à Anne, elle a été surreprésentée. On a pratiquement vu que bien sûr, Anne. Donc le grand intérêt, je crois, de ces rencontres, c'est précisément que chacun de nous est obligé de se décentrer, obligé d'aller vers l'autre, quitte à bien sûr se rassembler très vite dans sa propre tour d'ivoire, celle qu'il a habité et habitué, qu'il est habitué d'habiter. Mais voilà, de temps en temps, un peu d'excentrage, si le mot existe, est tout à fait salutaire et chacun a, je crois, le plus grand profit à en tirer. Je vous souhaite donc le meilleur et puis à tout à l'heure, bien sûr, à 20h30 ici même, pour un petit peu avant. Oui, voilà, le spectacle est à 20h15. À 20h15. 20h15, rendez-vous ici et merci à tous. Et puis vous me suivez parce que la plupart, alors, sauf une partie qui reste ici pour le 4e. Très bien.